Ce sont les joyaux naturels de la Franche-Comté. Sur cette terre de forêts et de prairies, aux confins de la Suisse, l'eau jaillit de la roche. Attraction touristique, les rivières comtoises étaient jadis le paradis des pêcheurs, réputés dans toute l'Europe pour leurs truites. Là, désormais, il faut de la chance et un bon coup d'œil pour apercevoir les derniers habitants de la rivière. Car si belle soit-elle, l'eau n'a plus la même pureté. Et pour beaucoup, le coupable est tout désigné. C'est pas chouette quand même. Là, ce qu'on voit là, c'est le poisson noir qui se promène là. C'est une tanche. La qualité d'eau pour ces poissons-là, peu importe. Hein. C'est pas comme les truites, ni les ombres. Ils se contentent un petit peu de tout. C'est peut-être les poissons d'avenir pour nos rivières, mais malheureusement, c'est pas ceux qu'on cherche. Patrice Malavo, je suis garde-pêche de métier sur le Doubs franco-suisse et sinon membre actif à SOS L'eau et Rivières Comtoises. J'ai choisi de faire ce métier-là. J'aimais la pêche, les rivières. Je pensais que j'allais m'épanouir dans un environnement en bonne santé, qui suscite un petit peu l'émerveillement. Et puis quelques années plus tard, voilà, je travaille au bord d'une rivière qui inspire plus souvent le dégoût que le bien-être. J'ai l'impression d'être un petit peu croque-mort une partie de l'année en comptant les poissons morts. Enfin, c'était pas du tout l'image que je me faisais de ce métier en arrivant. Voilà, c'est complètement... C'est dégueulasse. Hein. Là, ce qu'on voit, c'est affligeant, hein, mais c'est la situation normale en été. C'est ce qu'on a désormais tous les ans, maintenant, dès qu'il fait un petit peu chaud. Donc là, c'est des algues vertes. C'est une asphyxie totale de la rivière. Ça étouffe tout. Alors après, on ne dit pas qu'il n'y a plus de poissons, mais on a à peu près 6 fois moins de poissons qu'il devrait y avoir dans les rivières. C'est vraiment à 90%, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques qui le disent, 90% d'origine agricole. L'agriculture dans le massif du Jura, c'est principalement une production majeure, le comté. Le fromage AOP préféré des Français, celui qui se vend le mieux, plus de 60 000 tonnes en 2024. C'est donc ici que paissent les vaches montbéliardes, dont le lait est transformé en meule. Basée sur les coopératives, la filière est très organisée. Elle régule la production, ce qui permet de mieux rémunérer les éleveurs. 2400 fermes, 140 fruitières, près de 14 000 emplois directs et indirects revendiqués. Une filière économique de poids, incontournable dans le paysage comtois. On a une mesure tous les quarts d'heure de la teneur en nitrate de l'eau qui sort de la source du Verneau, là, juste à côté de nous. Donc aujourd'hui, on a une concentration à 8,2 mg par litre là, à l'instant, et on voit sur la courbe rouge qu'on a eu un pic au début du mois de juin à peu près une douzaine de milligrammes par litre. Si on compare à d'autres zones agricoles ou même en France, on est effectivement plutôt sur des teneurs très, très modérées, voire faibles. Mais ça n'empêche pas que le milieu, lui, est dégradé. Je m'appelle Jean-Baptiste Charlier, je suis chercheur hydrogéologue au BRGM de Montpellier et je travaille sur la ressource en eau dans les milieux karstiques et notamment sur le projet NutriKarst que je coordonne. NutriKarst. Il s'agit d'un programme de recherche lancé il y a 6 ans qui vise à mesurer l'impact des activités humaines sur la pollution des rivières comtoises. Le projet est piloté par le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et l'Agence de l'eau. Les études touchent à leur fin. Sur les apports, c'est-à-dire que tout ce qui est amené sur un bassin versant,
l'essentiel des nutriments sont d'origine agricole, que ce soit en azote ou en phosphore, à peu près 80-90%. Sauf que, en termes d'impact, on voit bien que l'essentiel de l'azote qu'on retrouve dans les eaux, donc les nitrates essentiellement, provient bien de l'agriculture. Par contre, au niveau du phosphore, c'est vraiment une origine domestique. Dans le secteur le plus dynamique de la région d'un point de vue démographique, dopé par le travail frontalier et les salaires en francs suisses, le phosphore que l'on retrouve dans les rivières ne vient donc pas majoritairement de l'agriculture, mais plutôt de nos eaux usées et de nos stations d'épuration. En dépit d'un cahier des charges parmi les plus stricts de France, l'élevage de Montbéliard est lui à l'origine des pollutions au nitrate, issues pour beaucoup des déjections animales. C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe jurassien, c'est qu'en termes de pression, finalement, on est plutôt sur des pressions modérées, on est sur une agriculture extensive, mais en même temps, on a une vraie problématique de qualité de l'eau et depuis plusieurs années. Et donc en fait, les facteurs là-dedans, ils sont plusieurs. C'est le milieu vulnérable. Donc le Car, c'est un milieu vulnérable. L'eau s'infiltre très rapidement. Il y a peu d'épuration par le sol parce qu'il est très peu profond, etc. Et au niveau de l'agriculture, on va avoir des pratiques très diverses. Dans notre étude, on cible bien qu'il y a des pratiques à risque qui sont l'utilisation excessive d'engrais minéraux. C'est le retournement des prairies. En gros, quand vous faites du labour, vous allez favoriser le lessivage des nitrates. Et après, il y a évidemment le type d'effluents, donc les effluents liquides, comme le lisier, qui, eux, ont un impact beaucoup plus fort. Et ça, on l'a bien documenté à l'échelle de la parcelle et on le voit bien au niveau du bassin versant. C'est-à-dire que le système lisier a un impact plus fort que le système fumier traditionnel. Manon Sylvan, je suis militante au sein du collectif SOS L'eau et Rivière Comtoise depuis 2015, donc depuis 10 ans. C'est pas consciemment, il n'y a aucun moment donné, ils font exprès de polluer, à aucun moment. C'est une conséquence de certaines pratiques, mais qui au départ n'ont pas été réfléchies. Parfois on me pose la question, mais comment ça se fait que les conseillers techniques, notamment les conseillers techniques agricoles, n'ont pas imaginé au moment de passage au lisier, en se dire purée, on est sur un terrain karstique avec des sols pas très épais, avec plein de fissures dans la roche, qu'ils n'aient pas pensé que peut-être ce serait problématique d'avoir des épandages liquides, quoi. Je suis Didier Touraine, agronome à la Chambre d'agriculture Doubs Territoire de Belfort, chargé de mission agronomie et environnement. Le message qu'on veut faire passer aux agriculteurs, c'est que l'amélioration de leur technicité, de leurs pratiques, va non seulement dans le sens de l'environnement, mais également dans le sens de leur portefeuille. Pour nous montrer les efforts que font les agriculteurs, Didier Touraine a choisi de nous emmener dans une ferme qu'il estime modèle dans le stockage et l'épandage des effluents. Le lisier, mélange liquide d'urine et d'excréments, et le fumier, qui est lui solide, associant les déjections animales à la litière, telle que la paille. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Didier, comment ça va? Ça va? Ici, une bonne gestion de ces fertilisants naturels a permis de réduire les achats d'engrais chimiques. Le fait de diminuer les intrants qui viennent de l'extérieur, que ce soit les engrais de synthèse ou les aliments, voilà, ça permet d'avoir un meilleur bilan carbone de l'exploitation et générer moins de gaz à effet de serre. Voilà, moins de gaz à effet de serre et puis économiquement encore plus intéressant. Il y a plusieurs années, cette ferme a aussi construit ce vaste bâtiment couvert pour stocker le fumier, ce qui évite une dilution par les eaux de pluie, diminuant d'autant les volumes à épandre dans les champs et les prairies. Jean-Marie Claire, en GAEC à Clairon avec mon frère, en production de lait à Comté et Morbier. Le fumier, comme on peut stocker une année, ça nous permet d'apporter des effluents au bon moment plutôt que de se débarrasser quand les capacités ne sont pas suffisantes. La profession a quand même fait d'énormes efforts. La prise de conscience déjà au départ, après voilà. On est tous, entre guillemets, tous responsables quand même. Quand il y a une pollution à droite à gauche, le citoyen, quand il tire la chasse d'eau, oui, il est responsable jusqu'au bout, quoi, hein. Ça va dans les stations d'épuration. C'est une affaire ouais, qui est plus générale que purement agricole, quoi.
Mieux stocker les effluents, mais aussi les épandre à bon escient. Dans cette parcelle au-dessus de la vallée du Lison, Didier Touraine a testé plusieurs fertilisants, engrais chimiques, lisier ou fumier. On creuse des tranchées et on va insérer ces plaques sous le sol. L'objectif est de recueillir l'eau qui percole à travers le sol, mais surtout de mesurer la qualité de ces eaux. Ça ne change pas grand-chose. Les quantités de nitrate, on n'a pas vu des quantités de nitrate exploser dans la modalité effluent liquide par rapport à la modalité fumée. Et ce qui nous a même surpris, c'est que dans la modalité non fertilisée, on avait aussi des nitrates qui étaient lessivés à peu près du même ordre de grandeur. On a à peu près la même quantité qui est fabriquée naturellement par le sol. Je suis Patrick Tournier, je suis agriculteur à Montmahou. On a amélioré nos pratiques. Si on part depuis les années 70, on épandait des effluents toute l'année, souvent même des fois sur des sols gelés, parce qu'on avait le sentiment de ne pas abîmer les sols sans prendre conscience des dégâts qu'on peut faire sur l'eau. Peu à peu, les exploitations sont améliorées, elles ont fait des capacités de stockage plus importantes. J'ai arrêté, moi, les achats d'engrais chimiques sur mes prairies depuis 2017. Je ne travaille qu'avec mes effluents de ferme. On a l'impression d'en avoir déjà fait énormément. On a une diminution d'un facteur 3 des achats d'engrais azotés, d'un facteur 7 des engrais phosphatés et d'un facteur 5 des engrais potassiques. Et ça a été permis par une meilleure valorisation des effluents d'élevage. Notre objectif, c'est que les agriculteurs apportent la bonne dose au bon moment et au bon endroit. La prairie permanente, quand on a des pratiques qui sont adaptées, ne génère pas, en tout cas génère très peu de fuites de nitrate. On est de l'ordre d'un facteur 10 par rapport à une parcelle qui va être en céréales. Lorsqu'on a du travail du sol et de la fertilisation un peu plus élevée parce qu'on a des céréales dans un bassin versant, on va générer des concentrations en nitrate plus importantes. Donc je dirais que l'enjeu majeur de demain, c'est le maintien des prairies permanentes. Une des critiques récurrentes à l'endroit de la filière Comté, c'est la course à la productivité. Depuis 25 ans, la production a en effet augmenté de plus de 40%, considérable. Mais c'est d'abord parce que la zone Comté s'est agrandie, intégrant plusieurs dizaines d'exploitations auparavant dédiées à l'emmental. D'ailleurs, le nombre de bovins n'a pas augmenté sur le massif du Jura. Et puis, grâce à la sélection et à une meilleure alimentation, chaque vache donne davantage de lait, plusieurs centaines de litres supplémentaires à l'année. Produire toujours plus, ce n'est pas forcément le credo de l'ensemble des acteurs de la filière. La bio dans le comté, moi je dis toujours que c'est un plus dans quelque chose qui est déjà très bien fait. Je m'appelle Cédric Guillaume, je suis président de la COP de Cernes-Monod qui est effectivement en bio. J'ai repris l'exploitation de mes parents qui était en bio depuis 1976. Produire du lait à Comté bio, c'est s'engager pour le bien-être des animaux. Les vaches ont par exemple davantage d'espace dans les étables. Les traitements médicamenteux sont limités et surtout, le fourrage ne bénéficie d'aucun engrais chimique. On en récolte donc moins qu'en agriculture conventionnelle. Moins de production fourragère, donc du coup, vous donnez du foin, mais vu que vous avez moins de foin, vous avez moins de vaches. Donc c'est pour moi les principales différences. Je pense que la façon de travailler, pour moi en tout cas, est la meilleure, donc je ne vais pas la changer. Moi personnellement, mettre des engrais pour qu'il y ait plus de foin et puis avoir des vaches qui font plus de lait, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir des vaches qui sont un petit peu moins productives et puis qui sont moins malades et puis qu'on pousse moins à bout, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que c'est plus une histoire de philosophie. Scientifiquement, on appelle ça un oued, c'est-à-dire une rivière africaine. Pendant l'été, on a l'habitude qu'il n'y ait plus d'eau pendant plusieurs mois. Et donc, ces rivières karstiques, elles ont un régime d'oued aujourd'hui. C'est un régime de rivière temporaire. Ce qui est surprenant, c'est la fréquence. C'est-à-dire que cette situation se répète, se répète, se répète. Et maintenant, c'est quasiment tous les ans. Daniel Gilbert, je suis professeur à l'université de Franche-Comté, qui s'appelle maintenant Marie-Louis Pasteur, et je suis professeur en écologie, c'est-à-dire en sciences des écosystèmes. Malgré les efforts des agriculteurs, le climat aujourd'hui va plus vite que toutes les actions publiques que l'on voit en France. Dans le Jura, 80% du problème, c'est l'eau, sauver l'eau, en quantité, en qualité.
Par ailleurs, ça nous aide sur le réchauffement climatique parce que ça stocke du carbone, c'est très bon pour la biodiversité. Si on ne stocke pas l'eau, on aura beaucoup moins de fourrage, on n'aura plus d'eau potable et on va avoir des forêts qui brûlent. Elles ne vont pas seulement mourir, elles vont brûler. Ici, on continue potentiellement à faire du comté en 2050. Mais on va en faire peut-être beaucoup moins, on va le faire différemment. Il y en a même qui parlent du mélange des laits à un moment donné, parce qu'il y a toute une partie de cette agriculture, de cet élevage, qui va probablement s'orienter vers peut-être plus de chèvres, peut-être plus de moutons dans le futur. Au départ, on va modifier la façon de faire du comté. Si on ne faisait rien en 2100, il n'y aurait plus de comté dans le Jura avec certitude. Pour survivre, la filière comté devra nécessairement s'adapter. D'abord parce que le réchauffement climatique, les sécheresses à répétition, compromettront les récoltes d'herbes pour le bétail. Il y a des adaptations en termes de taille du troupeau qu'il va falloir faire pour anticiper cette perte de rendement de l'ordre de 20 à 30%, qui est la perte du potentiel fourrager du massif du Jura dans un contexte de changement climatique. Avec des sécheresses, il va falloir de toute façon probablement réduire à un moment le cheptel. Plutôt que de vouloir faire de plus en plus de lait, est-ce qu'il ne faudrait pas diminuer un minimum, avoir plus de qualité plutôt que de vouloir faire de la quantité? Ça voudrait dire un petit peu moins de vaches. Moins de vaches sur le massif du Jura, c'est probablement la voie d'avenir pour le comté, un peu contraint et forcé. Un passage obligé pour sauver la filière et nos rivières.